Le podcast des grands événements avec Denis Gravel est une présentation de Climatisation Paquette. Climatisation Paquette, c'est quoi? C'est la vente, c'est l'installation, c'est la réparation de systèmes de climatisation et de chauffage. On a une nouveauté pour toi. On offre maintenant le service de nettoyage de conduits de ventilation. T'as pas encore de thermopompe? On a les produits Move Air, la meilleure marque, la marque la plus fiable selon le magazine Protégez-vous. Et on installe le tout pour toi avec une équipe de techniciens d'expérience. On fait aussi l'entretien d'aérotherme au gaz naturel et c'est fait par des techniciens certifiés. T'es convaincu? Climatisationpaquette.com pour plus d'informations. Voici un podcast original de Boulevard 102.1. Les grands événements de Québec. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Une série consacrée aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec avec Denis Gravel. On revisite un moment clé avec des témoins et acteurs de première ligne afin de comprendre ce qui s'est passé et comment ces événements résonnent encore aujourd'hui. Mon nom est Denis Gravel, bienvenue à ce podcast spécial des grands événements. Parmi les grands événements de la région de Québec et de la ville de Québec, souvent on se parle de tragédies, on se parle de choses négatives, mais on a essayé dans cette deuxième saison de podcast des grands événements d'aller vers des choses qui ont été positives. Et parmi les noms qui sont revenus souvent autour de la table quand on lançait les idées, bien évidemment, il y avait le Festival d'été de Québec. Festival d'été qui est une institution et qui a pris un tournant majeur pour se tourner vers l'international et le spectacle grand public à un certain moment de son histoire, pour devenir peut-être, pendant quelques années, le festival le plus important de l'Amérique du Nord et un des festivals les plus en vue à travers le monde au niveau de la variété, de la force de la programmation, du rapport qualité-prix et ainsi de suite. Puis on voulait réfléchir un peu dans toutes ces années-là, dans tous ces changements-là, c'est quoi les concerts qui ont été les plus historiquement marquants, émotivement marquants pour les gens de Québec. Et évidemment, quand on partage ces souvenirs-là, le bonheur, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Fait que si vous voulez vous ostiner, si vous voulez rajouter votre spectacle unique que vous avez vécu au Festival d'été, vous vous gênez surtout pas. 88 971 1021. Notre invité aujourd'hui est journaliste pour le Journal de Québec depuis 2000. Il couvre les arts et spectacles et essentiellement, il a la belle job de couvrir les programmations du Festival d'été. En studio avec nous, Cédric Bélanger. Cédric, salut. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu as toujours été aux arts et spectacles? Non, justement. J'ai rentré au journal en 2000, mais j'ai transféré à la section des arts et spectacles en 2009. C'était ça que tu voulais? Ça faisait pas partie de mes plans de carrière, Okay. Sauf qu'à un moment donné, il y a une ouverture qui s'est créée. J'avais déjà commencé à proposer des idées de reportage pour le Cahier Week-end que je voulais faire un peu à la pige. À travers ma job au Fait d'hiver à l'époque. Puis finalement, quand l'ouverture s'est créée, on m'a dit « Est-ce que ça te tente? » J'ai dit « Oui, parfait, j'embarque. » Et 3 mois plus tard, on m'a garoché au Festival de Cannes. Bonjour, le plongeon dans les arts et spectacles. Un vrai baptême de feu. Un vrai de vrai. Qu'est-ce qui est le plus le fun de ta job? J'ai pas de misère à le deviner. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ta job? Le choix des cadeaux, peut-être, à Québec, présentement? Le choix des cadeaux. Je pense que tu es rendu un des seuls, sinon le seul, à couvrir les arts et spectacles pour le Journal de Québec. C'est sûr que le fait, effectivement, que je sois présentement le seul, j'ai une collègue qui est en congé de maladie depuis longtemps, là, qu'on espère son retour le plus vite possible. Mais c'est sûr que ça fait en sorte qu'on couvre moins d'événements à Québec actuellement. C'est toujours un peu déchirant des fois de dire, je ne serai pas, par exemple, à l'inauguration de telle exposition ou à tel show, tel soir, parce qu'à un moment donné, on a une semaine de travail de 37 heures, il faut que ça rentre dans nos heures et on fait des choix éditoriaux en conséquence. Mais si on était plusieurs, ça serait un épine de moins dans le pied. Cédric, comment tu as choisi ton top 10 des spectacles les plus importants du FEC? J'ai fait un premier
OK. Il y a combien de noms sur ce premier jet-là? Je sais pas, peut-être mettons, maison, peut-être 4, 5, 6 par édition. Fait que fois 5, fois 15, mettons. Peut-être, je sais pas, 70, 80. C'est difficile parce qu'il y en a eu tellement. Ben oui. Mais à un moment donné, j'ai fait... Mon critère, c'était simple. Fallait que j'aille aimer le spectacle. Donc, il faut que tu l'aies vu. Faut que je l'ai vu. Oui. Faut que j'aille triper au show. Parce qu'on a beau être des journalistes avec des critiques, à un moment donné aussi, on se laisse embarquer puis on aime ça. Je veux dire, et je ciblais aussi des shows marquants. Je voulais des spectacles qui avaient été au moins un peu événementiels d'une façon ou d'une autre. Qui ont marqué les gens de Québec. Je pense que c'est le cas. La plupart de ceux que j'ai choisis, c'est le cas. Mais oui, c'est pas un exercice facile. Est-ce que le fait de sortir un top 10 met en évidence, je sais pas moi, qu'il y a, par exemple, une année qui a vraiment été plus forte ou plus marquante, ou ça s'étend quand même pas mal sur la période temporelle? Ben, je pense que ça s'étend, mais c'est sûr que quand tu regardes ça, il y a des hauts et des bas. Mais je veux dire, quand je dis des bas, je veux pas dire que les années étaient mauvaises, mais je veux dire, il y a des années qui sont quand même plus fortes que d'autres. Moi, j'en ai retenu 2 rapidement. Ma préférée à moi, là, mais vraiment au point de vue de l'équilibre de l'ensemble des spectacles, des têtes d'affiche sur les plaines cette année-là. Et aussi par mes goûts personnels, c'est 2014. 2014. Oui, 2014. Ça, c'est l'année en rafale, juste pour se rafraîchir la mémoire? Billy Joel, Lady Gaga, The Killers, qui était venu au Petit Capitole 2 jours avant le show sur les plaines. J'avais réussi à avoir des billets justement pour aller voir le show. Bryan Adams, que j'avais pas vu, mais qui avait été quand même un gros événement en clôture cette année-là. Oui. Et évidemment, pour les amateurs de rock, tu avais eu Soundgarden et tu avais Queens of the Stone Age avec The Kills en première partie. Pour ceux qui aimaient cette bande-là, c'était vraiment une soirée impeccable. Ça a été vraiment une super année, je trouve, sur les plaines. L'autre année que je ressors, et c'est un peu une évidence, mais c'est l'année du 50e en 2017. J'ai appelé ça l'année du Star Power, là, parce que vraiment, là, d'un bout à l'autre, avec Kendrick Lamar, Pink, t'as eu les Backstreet Boys, The Who, Metallica, Muse et Gorillaz. Honnêtement, au niveau de l'ensemble de l'affiche, au niveau de la renommée des artistes, c'est Star difficile. Power de ce poster-là, c'est tous des noms de première rangée que tu viens de nommer là. Si je me trompe pas, c'est l'année où Louis a cessé de faire un poster avec une première rangée parce que tout le monde s'obstinait pour être en haut. Oui, il y avait une guerre à la tête d'affiche. Il avait décidé, ça suffit, on va y aller par journée. Les concerts les plus vieux que tu as dans ton top 10, c'est quoi? C'est 2000? Mon plus vieux, c'est 2010. OK. Ben, regarde, ce que je te propose, Cédric, c'est de faire un peu l'historique dans les grandes lignes du festival d'été. On va se rendre jusqu'en 2010. Puis à partir de ce moment-là, je te laisse la parole. De la façon que j'ai compris, c'est que tu les as pas placés en ordre, mais tu t'es gardé un top 3. C'est ça. Excellent. Puis moi, de mon bord, ben, je vais essayer de créer un environnement musical pour t'accompagner dans tes choix que je ne connais pas. Parce que j'ai fait l'exercice de mon bord dans ma tête, essayer de trouver les incontournables, les grands moments, puis j'ai hâte de voir si les visions de tout le monde vont se ressembler, parce qu'on a beaucoup de tripeux de musique à Boulevard 102. Hein. Je gagerais qu'on va se rejoindre sur certains événements. J'ai un feeling. Il y a des incontournables quand même. 1968, c'est l'année de création du Festival d'été. Ça a été créé par 7 étudiants en théâtre de l'École de Laval. Une première édition qui met en œuvre des pièces de théâtre et de la musique franco avec comme tête d'affiche Félix Leclerc et Gilles Vigneault. Ça se déroule sur une scène installée dans la cour intérieure du Petit Séminaire de Québec. Et le concept qu'on voulait faire à cette époque-là, c'était de dire « Voici de la musique en ville, sur votre galerie, dans votre rue, sur le terrain de votre quartier. » On voit que l'idée de départ était de son temps. Là, 1968, on était dans le Peace and Love à côté. Là. Mais c'est intéressant de voir d'où ça part et qu'est-ce que le festival est devenu. En 1978, on tasse pas mal le théâtre. Le festival devient essentiellement musical après avoir été axé sur tous les types d'art depuis ses débuts. 1981, premier show sur les plaines. En soirée d'ouverture et de fermeture, c'est Diane Dufresne qui aurait attiré, je pense que dans ce temps-là, la façon dont on dénombrait les foules était un petit peu approximative, 150 000 personnes. On a appris au fil des années que les plaines ne pouvaient pas contenir 150 000 personnes. Oui, on multipliait par le nombre de jambes et de bras. Ouais. Ça ressemble à ça pas mal. Malgré le succès de ces spectacles-là, le festival s'installe réellement sur les plaines beaucoup plus tard, en 1999. 1982,
Premier spectacle en soirée présenté au Parc de la Francophonie, celui à en pente qu'on n'utilise plus parce qu'on est maintenant de l'autre côté, au manège militaire. C'est les premières années également où on multiplie le nombre de scènes, 1982. 1989, arrivée du prix Miroir remis à l'artiste francophone s'étant le plus démarqué. 1995, étape importante. C'est la fin de la gratuité du festival d'été. Pour la toute première fois, le macaron devient obligatoire pour les 3 scènes principales. On en vend à l'époque 92 000 exemplaires. Combien coûtait un laissez-passer du festival d'été en 1995? Oh, je dirais 2 5 $. Ça a quand même bien de l'allure. 1999, je vous le disais tantôt, arrivé sur les plaines, la scène qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes, qui est un chiffre un petit peu plus réaliste sur la réelle capacité des plaines d'Abraham en mode spectacle. Et 2008, le festival prend un tournant majeur en raison d'un budget plus grand. C'est le 400e de la Ville de Québec. On vend un nombre record de 151 000 laissez-passer. C'est une augmentation de 45 % en un an et c'est un record inégalé. On en vend maintenant un maximum de 125 000. Cette année-là, c'est Van Halen, Linkin Park, Charles Aznavour et I.M. qui sont les têtes d'affiche du festival qui avaient vraiment pris une tournure internationale. Puis je veux prendre quelques instants pour raconter une anecdote. Moi, je suis rendu un vieux radoteux, donc il y a peut-être des gens qui l'ont déjà entendu. Mais je travaillais dans une station de radio où on voulait des shows de calibre international et on n'était pas très subtil dans notre façon de le demander. Et à l'époque, le directeur général du festival d'été, le directeur de la programmation, c'était Daniel Gélina. Daniel Gélina qui a été impliqué dans le 400e et ainsi de suite. Et puis, on était la seule station où le festival d'été ne plaçait pas de publicité. Et pour tenter de régler le petit problème qu'on avait, on avait tenté une réunion entre certains animateurs, et j'y étais, et Daniel Gélina. Puis nous autres, on était arrivés prêts à faire la guerre, et Daniel Gélina aussi. Puis on s'est installé dans une salle de conférence où on s'est crié un paquet d'insultes sans s'écouter. C'était comme Twitter, mais dans une salle de conférence avant que Twitter existe. Les représentants des ventes avaient les 2 mains d'en face puis se disaient c'est une catastrophe. Puis Manier Daniel Gélina avait dit « Vous avez l'air de penser qu'un festival, ça se vire sur un 10 cents. Vous êtes donc ben niaiseux. Vous pensez qu'on n'a pas fait vos études. Vous pensez qu'on vous entend pas. On a fait des études avec les gens de Québec. On a fait ce qu'on appelle des tests à l'aveugle pour savoir qu'est-ce que les gens veulent. Puis on le sait qu'ils veulent de l'international. Puis on le sait qu'ils veulent des gros noms. Mais là, laissez-nous le temps de nous rendre parce qu'on va se rendre. » Puis il m'avait convaincu. Il m'avait un peu fendu ce soir-là. Et après ça, on a eu beaucoup de plaisir à collaborer avec Daniel Gélina. Puis au fil des années, on se recroisait ses plaines. Puis je disais tout le temps, tabarnouche, t'avais raison, fallait juste être un petit peu plus patient puis laisser le temps à une organisation de complètement repenser son modèle. Puis quelques années plus tard, on y était là, avec des têtes d'affiche internationales puis de la variété pour tout le monde. C'est drôle que tu mentionnes ça parce qu'en préparant notre entretien, ouais. J'étais allé relire des vieux textes, des archives du journal, puis une entrevue notamment que j'avais eue avec Daniel en 2010. Ça, c'était après l'année de Iron Maiden, Rammstein, tout ça. Puis il avait dit... Il dit, ça va être difficile de faire mieux. Citation qui a mal vieilli. Oui, puis c'est tout à l'honneur du Festival d'été qui, depuis, a changé de gouverne. Depuis, a reçu un paquet de mentions internationales aussi, autant pour la qualité du traitement des artistes, la variété de la programmation, les installations en plein cœur de la ville, plein de trucs intéressants au Québec, paraît bien, ça en prend encore. On est avec Cédric Bélanger du Journal de Québec. On va faire le tour de son top 10 des spectacles les plus marquants de l'histoire du FEC. On se garde un top 3 pour la finale, mais d'abord, allons-y de façon chronologique. C'est quoi le premier spectacle qui a retenu ton attention pour ton top 10? Donc, le premier spectacle, on remonte en 2010, Rammstein. Dur à manquer, hein? C'est dur à manquer, surtout qu'il y avait un volet exclusif à l'affaire, oui. Premièrement. C'était le retour de Rammstein. Je ne sais pas si on peut dire c'est le retour, ou en tout cas une des rares fois où il était venu en Amérique du Nord à cette époque-là.
Rammstein, ça a été à la hauteur de ce qu'on espérait. Là. Je veux dire, on oublie les controverses qu'il y a eu au cours des dernières années avec le comportement des membres du groupe. Si on prend au strict point de vue concert, j'avais eu un fun noir à regarder ce show-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savaient pas à quoi s'attendre. Puis les curieux qui sont allés sont tous repartis enchantés. Tu sais, des gens qui sont plus de type classique ou théâtral ont trouvé leur pied avec Rammstein parce que ça explose de partout, mais c'est pas AC/DC. C'est pas juste des pétards pour mettre des pétards. Il y a une mise en scène, il y a quelque chose de théâtral dans ce que Rammstein fait. Puis c'est le show le plus grand que nature qu'on a eu sur les plaines à cette époque-là, là. Oui, puis comme tu dis, c'est un show, t'as pas besoin d'aimer le métal. Ouais. Tu vas là pour le trip. Et Rammstein, c'est ça, et c'est encore ça, parce qu'ils continuent de tourner. Je sais pas si on va les revoir un jour de notre côté, mais moi, je me souviens de la première fois que... Est-ce que c'était ce spectacle-là, je crois que c'est en 2016, celui où les guitaristes descendaient d'une plateforme au début du show? Je crois que c'est 2016, mais tu sais, c'est ces moments-là où tu es assis. Nous, évidemment, on est chanceux, on a une place assise dans la tente de presse. C'est dur, où tu t'assois, tu croises les bras, tu fais « Wow! » C'est quand même capoté. Tu sais, le nombre de mises en scène, le claviériste qu'on fait rôtir à feu vif dans une marmite, ce même claviériste qui fera du tapis roulant pendant tout un spectacle lors du deuxième passage de Rammstein, puis quelque chose de théâtral. Moi, je reviens à ça. C'est l'équivalent moderne et version stade de ce que des bands comme Genesis pouvaient être dans les années 70, avec le budget, avec la pyrotechnie, avec la vision. C'est un show qui était fait pour être présenté sur les plaines d'Abraham. Vraiment, vraiment. Ils sont venus 2 fois. Oui. Mais c'est le premier, je pense, et je suis d'accord, qui a marqué le plus l'imaginaire des gens de Québec. Puis, chapeau en passant à Dominique Goulet, qui était la directrice de programmation et qui avait travaillé longtemps sur ce dossier-là. C'est elle qui l'a fait aboutir, qui avait réussi. C'était un tour de force, là, quand même. C'est toujours intéressant parce que quand tu travailles dans les médias pendant ces gros shows-là, tu as tout le temps des gens, des fins finaux, moi que j'appelle, puis j'aime ça faire partie des fins finaux, puis qui dit « Hey, c'était hot, le show c'est plein, mais moi je suis allé voir au Métropolis avec les premiers pétards puis les premiers feux d'artifice quand personne les connaissait. » Puis c'est intéressant de voir que il y a des noms que tu te dis, OK, je le vois dans une petite salle, mais c'est un show qui est fait pour une scène extérieure comme les plaines. Puis je pense que Rammstein avait déjà ses visées, ses visions-là très tôt dans leur carrière. Je pense à un groupe comme Muse. Là, c'est moi qui vais faire le fin finaux. Je les ai vus au Métropolis. Mais quand tu vois la grandeur de showmanship de ce leader-là, Matthew Bellamy, tu te dis, ouais, je pense qu'à un moment donné, on va aller voir ces plaines et c'est arrivé, tu sais. C'est effectivement le cas. Mais il y a des... Et comme tu dis, il y a l'inverse. Moi, un de mes bands, en fait, mon band favori à vie, c'est Radiohead. Oui. Que j'ai vu au Parc Jean-Drapeau, que j'ai vu au Centre Bell, mais un jour, j'ai eu la chance d'aller voir à la Place des Arts en 2006, si ma mémoire est bonne. J'avais réussi à avoir des billets. Il était venu 2 soirs. Et ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie. Hey, avant qu'on poursuive, y a-tu un show que tu te souviens qui a été un flop au Festival d'été? Un show où la sauce prend pas, un show où tout le monde est déçu. En y pensant vite comme ça, là, y a-tu un show qui a pas livré au festival plus que les autres, mettons? Mon Dieu. Il y a des shows qui ont été décevants, oui. Je me rappelle, bon, exemple, là, c'est peut-être un nom qui rappellera pas grand-chose à bien des gens, mais un jour sur les plaines, il y a eu Iggy Azalea. Ça n'avait pas été grandiose. Une fille toute seule sur scène qui bouge puis qui a une toune ou 2 dans son répertoire qu'on connaît, là, ça n'avait pas été très fort. L'autre moment, sans dire que c'est un show raté, moi, Mariah Carey, là, qui se plaint qu'il fait pas beau, là... Tu sais, Mariah, là, si t'as peur de tomber de tes escarpins là, parce qu'il tombe 3 gouttes de pluie, va te mettre des espadrilles, reviens chanter, puis lâche-nous avec tes « Oh mon Dieu, c'est blurry, I'm very afraid ». Hey, come on, OK? Je pense qu'il y en a qui ont eu plus de pluie pendant leur performance que Mariah Carey. Oui, on pourra rejaser. J'imagine. Parle-nous d'un autre de tes top 10 du FEC. Donc, on s'en va en 2011. Oui. Elton John.
Oh oui, je suis content qu'il ressorte celui-là. Elton John, que j'ai vu aussi au Centre Vidéotron, c'était 2 shows magiques. J'ai pas de préférence entre les deux, mais évidemment, au fait que c'était la première fois que moi, je le voyais même de ma vie. Là. Moi, j'avais pas eu l'occasion de le voir encore. J'avais trouvé ça formidable. Un showman extraordinaire. Quelqu'un qui... Tu sais, tu t'assois au piano, là, tu joues tes tunes, puis c'est un greatest hit, ça. C'est de la première tune à la 22, 23, 24e. Là, je ne sais plus combien il y en a fait. Toutes mais des on les tunes connaît archi-connues, toutes. ben oui. Et même celle, tu reçois le setlist, tu vois le nom, tu dis, ça me dit rien. Là, il la joue, tu fais, ben oui, c'est ça. Fait que Elton, oui. Elton John, qui a toujours été un grand showman, puis je sais que sa retraite est arrivée plusieurs années plus tard, mais moi, j'ai l'impression qu'on l'a pogné dans le meilleur bout de ces dernières années, peut-être avant que la voix commence à décliner un petit peu plus. Je pense que son band avait encore le goût de jouer les tunes. Il y avait... ça fait drôle à dire, là, parce que c'est un paquet de old-timers, mais il y avait encore une espèce d'impression de jeunesse, je trouve, sur scène. Il y avait un plaisir encore à partager ces chansons-là avec le public. C'est quelqu'un qui est resté pertinent. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion l'année dernière, mais il a sorti un album avec Brandi Carlile. Il était excellent, cet album. Franchement, c'est un artiste exceptionnel. Il y en a qui regrettent de l'avoir manqué, ce spectacle-là, je te le confie. Je te disais que même lui aurait pu le manquer, parce que je sais pas si tu te souviens, mais il est arrivé en jet privé de Londres 3 heures avant le show à peu près, et il est reparti tout de suite après. C'en est un qui est venu puncher in, puncher out. On avait un photographe à l'aéroport qui avait une photo de lui en jogging rose, si ma mémoire est bonne, en train de débarquer de l'avion. C'était quelque chose, là, franchement. Ça, c'est l'époque qui va rester, je pense, pour les nostalgiques, peut-être la plus belle du festival d'été. L'époque des exclusivités. Puis c'est parce que la business a changé autour de tout ce qu'on va appeler la business de festival en Amérique du Nord. On est parti d'un moment où tu avais le festival d'été qui faisait des invitations. Puis là, on avait des groupes qui étaient en vacances, des groupes qui étaient en répétition puis qui acceptaient de faire une visite exceptionnelle. Là, maintenant, il y a un circuit en Amérique du Nord, un peu comme il y a un circuit en Europe pour les festivals, ce qui fait en sorte qu'au niveau de la variété, sans qu'on ait toute la même programmation que le Blues Fest d'Ottawa, par exemple, il y a un 30 ou 40 % d'artistes où on n'aura pas nécessairement de surprise. Et c'était aussi l'époque, et là, autre anecdote qui aujourd'hui apparaît un peu surréaliste, mais le maire de Québec à l'époque était Régis Labombe. Oui. Régis Labombe, lorsqu'il venait une grande vedette à Québec, on s'organisait pour qu'il la rencontre. Donc, il avait rencontré Elton John, et au début du spectacle d'Elton John, il a fallu que je quitte la tente de presse et là que je galope dans l'avant-scène en faisant un petit bonjour à Elton en passant. Et il y avait un millier de presse pour que Régis nous raconte sa rencontre avec Elton John à l'entrée du VIP. Quand je repense à ça, 15 ans plus tard, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on allait chercher là, à part de se faire dire, mais j'ai serré la main, il a été sympathique. Ben oui, il a été bien fin. Mais, tu sais, c'est grand les plans. Tu viens de me faire réaliser que si on avait juste switché les deux puis qu'on avait habillé Régis Labombe en Elton John, il y a bien du monde qui n'aurait pas vu la différence. Jusqu'au moment où il commence à jouer. Ouais, je pense que oui. Hey, goodbye, Yellow Brick Road, puis ça va être beau. C'est ça. Un autre spectacle mémorable du festival, on est avec Cédric Bélanger du Journal de Québec. On fait le top 10 des shows les plus marquants du FEC. OK, on s'en va en 2013. Yes. C'est la soirée de clôture, c'est Stevie Wonder. Oh oui! Stevie Wonder, je veux dire, c'est pas l'artiste qui, dans ma vie de tous les jours, j'avais écouté régulièrement, même si je connais relativement bien son répertoire. Mais cette chanson-là, je me souviens d'avoir eu des frissons en l'entendant, avec le big band, avec tout le monde qui était sur scène. J'ai dit, ça, c'est des moments où tu dis, j'ai vécu ça une fois dans ma vie. Superstition. Un gars tellement intense, tellement beau à voir aller sur une scène. Ça avait été très émouvant. En plus, ce soir-là, il avait, à un moment donné, enlevé ses lunettes, ce qu'il fait très rarement. C'est vrai. Et il avait pleuré en évoquant... c'était à l'époque où il y avait une controverse en Floride au niveau de la loi Stand Your Ground, je crois, où tu pouvais... un propriétaire pouvait tirer sur quelqu'un qui s'aventurait chez lui. Ouais. Il était arrivé un drame. Il avait pris la parole pendant le spectacle. Et d'ailleurs, le clip de ça avait quand même fait le tour des médias internationaux.
à la suite du spectacle. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est la livraison musicale. Là, Écoute, il y avait combien de musiciens avec lui sur scène? Il était une armée, là, si je me souviens bien. Musiciens, choristes. Ouais. Moi, j'aime le son de Big Band. Je trouve ça, quand je vais avoir un show comme ça, j'aime vraiment ça parce que ça nous sort un peu du classique chanteur, guitariste, bassiste, drum. Là. Ouais. Je veux dire, pour une fois de temps en temps, on peut-tu en avoir plein la vue, plein les oreilles? Puis les plaines demandent ça aussi, que tu prennes l'espace. Puis il y a eu des shows comme ça où on s'attendait à un show bien standard, mais parce qu'ils sont une armée sur scène, puis que tout le monde est passionné, puis que tout le monde tripe sa vie, ben ça transforme un spectacle en quelque chose de différent puis quelque chose d'unique. Vraiment. On continue de faire le tour. On monte dans les années. On était rendu en 2013. On s'en va en 2014 et c'est un peu dans la même veine qu'Elton John. Cette année-là, on a eu Billy Joel. Oui. Billy Joel qui, comme Elton, a un répertoire qui déborde de hits. Lui aussi, c'était une première sur les plaines. Je me souviens, pleine lune, soirée parfaite. Là. La température était au beau fixe. Billy Joel avait chanté tout ce qu'il avait de bon dans son répertoire. Le Piano Man, Mon nomme-les, We Didn't Start a Fire. On les a tous entendus. Et cette fois-là aussi, si ma mémoire est bonne, c'est quelques jours avant le décès de sa mère. Donc, il n'avait pas pu rester longtemps à Québec. Je pense qu'il avait fait vraiment un aller-retour rapide parce que sa mère n'allait pas bien. Il avait quitté rapidement, mais ce que les gens du Festival d'été avaient raconté après le spectacle, c'est qu'il avait dit à son équipe, ils les avaient un peu traités, entre guillemets, d'incompétents parce que comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce festival-là avant maintenant? Et il a vraiment aimé ça parce qu'il y a quelques années encore, il est venu passer ses vacances en famille à Québec. On avait passé des photos de lui dans le vieux. Tellement incognito qu'on aurait pu le confondre avec un sans-abri du coin. Là. C'est sûr. Ben, quand ils sont pas sur scène, écoute, il ressemble à Monsieur, Madame, tout le monde. Qui ont pris de l'âge, là, veut pas, parce que c'est des bêtes de scène. Puis ça, c'est ce qu'on oublie. Là. Quand quelqu'un comme Elton John ou Billy Joel s'anime sur une scène, là, quand ils retournent en arrière, là, des fois, ils sont un peu comme le vieux Hulk Hogan. Là. Les genoux plient pas, la colonne ne redresse pas complètement, puis ils prennent de l'âge, mais ça reste, écoute, des showmen incroyables. Je me trompe-tu ou Billy Joel, à cette époque-là, ça aurait pu être un hit or miss, puis on est tombé justement sur une soirée, il nous a donné tout ce qu'il y avait à donner. Ben moi, honnêtement, j'y allais sans trop d'attente parce comme dans le cas d'Elton John, c'était une première. J'ai pas eu l'occasion d'aller faire un tour à une de ses résidences au Madison Square Garden qui en finissait plus. Qui en faisait en ligne de show quand il prenait la place. Elvis à Vegas, Billy Joel au Madison Square Garden. Exactement. Mais j'avais été franchement ravi. En fait, la liste que j'ai fait de spectacles, c'est tous des spectacles où je me dis, j'aimerais revivre cette soirée-là. Il y a des moments où tu te dis, c'était bon, mais je l'ai vu une fois, c'est correct. Je remarque qu'il y a plusieurs artistes qu'on va qualifier de l'âge d'or. Oui. Est-ce que ça joue dans ta réflexion de dire, ouais, le Billy Joel qu'on a eu là, on ne l'aura plus jamais, même s'il revient. Le Elton John qu'on a eu ce soir-là, même s'il revient, ce sera pas la même énergie, ce sera pas la même saveur. Le côté unique appartient à ce spectacle-là. Je pense que le fait, premièrement, ces gens-là ont un répertoire. Oui. On en a vu des artistes qui sont venus donner des très bons concerts sur les plaines, mais qui avaient 3, 4, 5 gros hits. Écoute, moi, je pense ça fait une différence. Je pense à un spectacle, moi, qui m'a jeté à terre où je connaissais 2 tonnes. Je sais pas si tu vas l'avoir dans ton top 10, mais si tu l'as pas, moi, je vais le rajouter. Parce que conquérir les plaines, quand t'as juste 2 tonnes, ça prend du monde, ça prend de l'énergie, ça prend un feu spécial. Parce qu'on a vu des bandes se planter. Les Red Hot Chili Peppers se sont plantés sur les plaines parce qu'ils ont joué le show qu'ils jouaient cette année-là où ils lançaient un nouvel album qui a eu moins de succès que ben des hits. Puis à un moment donné, les gars ont été obligés de se parler sur scène et d'ajuster leur programme parce que là, ça marchait pas. La sauce prenait pas. Et ils ont été obligés de dire, bon, ben là, on va jouer les hits parce qu'il y a du monde ici. Puis ils veulent entendre les hits. Effectivement. Un autre spectacle, j'en veux d'autres. Ben là, on s'en va en 2015, puis là, évidemment, c'est une évidence. Premièrement, les Rolling Stones. Juste l'aspect événementiel, évidemment, à la base, en fait un spectacle incontournable dans l'histoire du festival d'été.
Est-ce la plus grande foule? On ne saura jamais, mais c'était quand même... On avait dit 103 000, là, mais bon, il faut toujours en prendre par laisser, mais il y avait beaucoup de monde. Et évidemment, c'est Mick Jagger. Je veux dire, Mick Jagger, il y a 80 quoi maintenant? Je sais plus trop, 81, 82, je sais pas, mais... Il me clenche au sprint demain matin, là, je veux dire. Je peux pas l'accoter, là. Au pic de ma jeunesse, j'ai jamais été en forme comme Mick Jagger à 82. Et à quantité de drogue qu'ils ont pris en plus dans leur vie. Incroyable. Je sais que les gens voyaient à un moment donné le festival d'été très grand, mais moi, il y a comme une catégorie de shows que je ne pensais pas possible sur les plaines. Puis je vais en nommer 3. Puis il y en a un qui fait partie du 400e, pas du 400e, mais du festival d'été proprement dit. Les autres, c'est des événements un peu plus à part. Mais moi, Roger Waters qui fait The Wall de Pink Floyd sur les plaines, je pensais pas voir ça de mon vivant. Paul McCartney sur les plaines, je pensais pas voir ça de mon vivant non plus. Et un show des Rolling Stones qui est pas à l'intérieur d'un stade où le son passe d'un bord à l'autre puis qu'on distingue pas, bon, c'est quoi la toune qu'ils sont en train de faire. On a été privilégiés de vivre ce moment-là sur les plaines à une époque où les Stones tiraient encore un excellent show, là. Vraiment. Et juste pour entendre les premiers accords de Satisfaction. Écoute. Ça vaut la peine. On parle de ceux-là, bien entendu. Right on. Si tu vas entendre une foule hurler là, à l'évocation d'une seule note, là, ça, c'est un bon test. Le pouvoir d'un riff. Oui. Et Dieu sait qu'il y en a une coupe de riff, Kate Richards. Yes. Fait que là, on en a combien de passés, Cédric? 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu au 6e. OK. On reste en 2015. Le fameux show de 4 tonnes. Celui-là va rester, écoute, dans l'histoire, je pense, dans les annales du festival d'été. Vraiment. Je trouve ça injuste pour les Foo Fighters parce que les 2 autres fois qu'ils sont venus sur les plaines, c'était des excellents spectacles. Mais tu peux pas battre le show de 4 tonnes. Non, c'est le show où tu te souviens où t'étais avant, pendant, après, comment ça s'est passé, puis tout le monde qui a connecté ce soir-là. C'est sûr qu'on était déçus, mais on savait qu'on avait vécu quelque chose, un moment unique où le band se battait littéralement contre la météo. Vraiment. Le rideau qui tombe pendant que la pluie tombe de ce côté-là de la scène, Oui. Le vent balaye les plaines, et là, il commence Everlong. Et là, à un moment donné, t'as Dave Grohl qui se bat avec les éléments. Littéralement. Il y a les cheveux qui revolent dans la face. À un moment donné, il a lâché, excuse-moi, on est à la radio, mais fucking Jesus Christ, c'est sorti du fond du cœur. Mais il a dit, on va continuer le show. Moi, j'étais assis devant mon ordi, au sec, le chanceux. J'avais les bras comme ça. Et là, j'ai dit, j'ai jamais rien vu de ma vie de plus rock'n'roll que ce que je viens de voir là. Ça n'a pas duré, malheureusement, mais puis ça a dû être une décision très, très dure à prendre quand même le band se dit « Hey, on va être rock'n'roll jusqu'au bout, puis il va falloir nous sortir de scène. » Et c'est finalement ce qui est arrivé. Est-ce qu'en plus, Dave Grohl était sur son trône? Il était sur son trône. C'est cette année-là, l'année du Break a Leg Tour. Il avait failli se planter, d'ailleurs, en montant sur scène avec ses béquilles. Je crois parce qu'il avait glissé, puis en tout cas, bref, il aurait pu arriver un drame. On lui avait fait un trône de fer sur mesure, étant donné qu'il s'était pris une fouille, justement, dans un concert un peu avant celui de Québec. Puis là, tu voyais Dave Grohl assis sur son trône qui se faisait vanter puis pleuvoir d'en face. Puis tu voyais que dans le band, il y en a quelques-uns qui commençaient à être inquiets. Il y en avait un qui s'en foutait comme l'an 40, puis c'était Dave Grohl. Je pense qu'il était prêt à être électrocuté sur place au nom du rock and roll. Et je sais pas si tu te souviens, quand ils sont revenus, c'était en 2018, quand il est embarqué sur scène ce soir-là. Il est débarqué de l'arrière-scène en marchant, mais un pas militaire. Bang, 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 j'arrive. À soir, je fais un show. Il n'y a pas question qu'une goutte de pluie qui nous dérange. Il savait qu'il nous en devait un, mais c'est quand même ironique de dire c'est un show de 4 chansons seulement qui aura le dernier mot et qui aura été le plus mémorable. Alors que pendant un temps, on se disait, hey, quand les Foo Fighters vont revenir, ça va être ça l'apothéose. Non.
C'est le spectacle de 4 tunes où un Daniel Gélina, à la fois penaud et résigné, avait pris le devant de la scène pour dire que le spectacle était terminé puis que c'était dangereux pour la sécurité du band, pour la sécurité de la foule aussi. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé grandiose ce soir-là, Cédric, puis j'en ai fait mention à plusieurs reprises au fil des années. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'il n'y ait pas d'émeute. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'il n'y ait pas de révolte. J'ai vu une scène où il y avait un jeune homme qui était pas content, qui s'est mis à lancer des affaires vers la scène, puis il y a 4 de ses chums qui l'ont pris, puis qui l'ont raisonné, puis qui sont partis avec. C'est le seul incident fâcheux que j'ai vu. On a été pognés dans le parking souterrain pendant 3 heures. C'était rendu un tailgate. Les gens qui avaient de la bière dans le coffre de char en offraient aux autres. Les fenêtres étaient baissées. On écoutait du Foo Fighters dans le tapis. Tout le monde était en bedaine en train de tordre ses chandails. On savait qu'on avait vécu quelque chose de vraiment unique, mais c'était de voir la masse orageuse se promener. C'était Royal Blood qui faisait la première partie. C'est devenu noir. Puis eux autres l'ont dit à un moment donné. J'ai dit, hey, les gens qui regardent sa scène, vous voyez pas ce qui s'en vient, mais vous allez vous faire brasser tantôt. J'ai rarement vu des nuages aussi sombres se promener au-dessus des plaines. Et là, on ne remonte pas si loin. 2015, c'est il y a 11 ans. Ouais. Et aujourd'hui, jamais ce spectacle-là n'aurait eu lieu. Non, hein? Il n'y aurait pas eu une note de musique. On aurait arrêté ça possiblement même avant Royal Blood. On est rendu plus prudent. Très prudent. Puis je pense qu'on est rendu peut-être aussi avec de meilleures technologies pour voir quand est-ce qu'un orage s'en vient gâcher la sauce. Effectivement, parce qu'on a annulé des spectacles pour beaucoup moins que ça des dernières années. Oh, on me dit que c'est pas la dernière fois de ton top 10 qu'on parle d'un orage. Ça se peut-tu? À suivre. Là, il en reste un autre avant qu'on rentre dans le top 3? Oui, on est en 2017 et là, c'est plus mon goût personnel, même si prend. Gorillaz. Yes! C'est de ce show-là que je parlais tantôt. Moi, là, Gorillaz, là, je me rappelle, même Louis n'était pas convaincu, je pense, quand il a booké le show, il avait dit, c'est ses collègues à la programmation qui avaient pas tordu un bras, mais qui avaient dit, oui, ça peut marcher. Moi, je me souviens de gens autour de moi qui étaient pas sûrs, là, Gorillaz, on va-tu aller voir ça? Et le nombre de personnes après qui m'ont dit, finalement, là, c'était vraiment bon. Je faisais partie des sceptiques. J'aime beaucoup Gorillaz, mais je me disais, c'est-tu vraiment le band à placer main event sur les plaines? La plupart des gens connaissent une toune, 2 gros max. La journée même, on me dit que Damon Albarn était sur la brosse solide, qui tenait à peine debout et que ça faisait partie des inquiétudes du personnel du festival d'été de dire « Hey, tabarnouche, on prend une chance avec vous autres, puis le chanteur tient pas debout. C'est quoi qui va arriver sur scène? » Puis moi, c'est la beauté de la musique, Cédric. Là. Il y a des soirs qui se passe quelque chose que tu as de la misère à expliquer. Puis les plaines se sont ramassées en transe. Premièrement, Damon était électrique, comme je l'ai rarement vu dans sa vie. Il est capable du meilleur comme du pire sur une scène, avec Blur ou avec Gorillaz. Beaucoup de musiciens qui ont beaucoup de fun s'apparaissent sur une scène. Il y avait du monde. On en parlait pour Stevie Wonder, le Gorillaz, il y a du monde sur scène. Puis il y a des chanteurs qui viennent, qui repartent, puis il y a toujours des surprises, de l'inattendu. Puis même si tu connais pas personne de ces artistes invités-là, ben t'as l'impression que tout le monde a du fun. Et le fun, ce soir-là, a été contagieux. Moi, c'est la fois où j'ai vu un band qui était peut-être pas pressenti pour les plaines conquérir les plaines. Parce que, pour reprendre l'exemple des Red Hot Chili Peppers, les Red Hot Chili Peppers ont beaucoup plus de hits que Gorillaz. Mais des fois, c'est une question d'attitude, c'est une question de chimie. Gorillaz, avec 2 hits, ont réussi à transformer les plaines en dance floor. Puis ça a été la joke du reste de l'été de demander « Hey, t'étais-tu là à Gorillaz? Ha! T'as manqué tout un show. » T'as manqué quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui l'ont regretté, et celui-là. s'il revenait prochainement, je sais pas, peut-être sûrement pas cette année, mais dans une édition subséquente, là, ça serait attendu. Oui. Et là, on dirait, hey, là, c'est cool, Gorillaz revient avec, là, il y a un album qui sort, peut-être l'année prochaine, on sait pas. Ouais. À suivre, mais ça serait attendu. Et là, on aurait. Est-ce que ça serait peut-être pas aussi magique? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Ça faisait partie du charme de pas connaître les tunes et c'était une belle soirée, si je me rappelle bien. Il faisait beau, oui. Donc, il y avait beaucoup de monde qui s'était ramassé là, peut-être par curiosité. Puis c'est des gens qui ont été conquis par Gorillaz. Et c'est à partir... Et je sais pas si c'est à partir de Gorillaz ou c'est peut-être un peu avant, mais c'est à partir de ce moment-là, en tout cas que moi, je trouve que
Louis Bellavance a pu se permettre de programmer à peu près ce qu'il voulait sur les plaines. De faire des statements une fois de temps en temps, de faire des tests d'audace. De placer un Alt J, puis t'as du monde qui vient pareil. Oui. T'as pas 50-60 000 personnes, mais t'as une belle foule, relax, qui vient apprécier un show de musique. Ça en prend, ça aussi. On n'est pas obligé d'être toujours tassé comme des sardines sur les plaines. Là. Comment s'appelle l'artiste québécoise là, qui fait de la musique tranquille? Alexandra Strelitzky. Exact, oui. Il y en avait des doutes là, avant ce spectacle-là. Finalement, c'était une soirée magique. Là. Ça fonctionnait au bout. Mais ça, là, c'est important, je trouve, dans un festival comme le Festival d'été de Québec. Tu peux pas toujours avoir des incontournables ou des Def Leppard ou des... Oui, ça en prend, mais ça prend aussi cette programmation un peu champ gauche. Comme là, je te ramène encore plus loin. La première fois que les Black Keys sont venus à Québec. Oui. C'était ça, les Black Keys. Ah, c'était un risque. C'était un risque. Absolument. Mais ça a fonctionné et 2 ans plus tard, il était de retour. Oui, puis moi, dans mes shows préférés à vie du festival d'été, si je fais juste parler de goût et d'émotion, moi, ce premier passage-là des Black Keys sur les plaines, ça avait été tout un show. Et à un moment donné, t'atteins ton pic. Tu sais, on a parlé de l'année des gros noms, là, de l'année du Star Power. Tu sais qu'après, t'auras plus jamais une tête d'affiche comme celle-là. Fait qu'il faut que tu vises ailleurs. Puis c'est avec de l'audace, puis c'est avec de la variété que tu réussis bon an, mal an à essayer de faire plaisir au plus grand nombre de personnes possible. Puis j'ai toujours trouvé que le festival d'été s'était bien ajusté par rapport à la critique. Ils n'ont pas manqué les adieux de Slayer. Ça faisait une couple d'années que les métalleux de la région de Québec l'avaient dans le collimateur. « Oh, le festival! » Ben regarde, il y a eu Slayer sur les plaines pour la tournée d'adieu, puis je pense qu'au total tout, tu sais, le fait d'avoir développé l'Electro-Fest, la soirée électro, le fait d'amener des grosses têtes d'affiches country dans les dernières années aussi, il y en a eu plusieurs, là, des statements pour un festival qui, rappelons-le, a commencé dans une cour arrière de séminaire avec Gilles Vigneault. Quand même. Respect à Gilles Vigneault, mais quand même. Un des bons spectacles que j'ai vu sur les plaines, Gilles Vigneault. Oui. En 2019, je ne me rappelle plus l'année. Il était encore... Ah ouais. Il y avait un peu plus de 80. Il avait été capable de giguer. Il y avait... Tu sais, je veux dire, Gilles Vigneault, c'est quand même une légende vivante au Québec. Ben oui. Et je me souviens de cette soirée-là. J'ai encore un beau souvenir de cette soirée-là, de me dire, hey, ce gars-là, il ne refera plus jamais les plaines. Il est là. Il a donné tout ce qu'il avait. Puis on est il nous a chanceux fait d'être la là, danse à Saint-Dilon. On les a entendus. Puis ça aussi, je suis content d'avoir vécu ça au Festival d'été. Là, on rentre dans ton top 3. Yeah. Là, j'ai hâte de voir. C'est-tu un top 3 que tu considères comme des incontournables personnels ou des incontournables historiques ou un petit peu des deux? Dans 2 cas, c'est historique. Dans un cas, c'est personnel, mais je pense que ça peut devenir historique éventuellement. On t'écoute. Et c'est le numéro 3, c'est Rage Against the Machine. Oh yes! Ça, c'est le spectacle, je dirais, que j'ai vu sur les plaines le plus intense de la première à la dernière seconde. Il n'y a aucun break dans ce show-là. J'avais déjà vu, et là, Tom Morello, tu te souviens-tu de Prophets of Rage? Oui, ben oui. On était combien? 2000, 2500 au centre Vidéotron? Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Mais je me souviens d'avoir probablement passé le 3/4 du show à juste le regarder de lui. Puis pendant le show sur les plaines, là, oui, il y avait Zach, là, puis il était assis, puis c'était quand même, tu sais, il en mettait, mais c'est Tom Morello que tu regardes. C'est un phénomène. Quel guitariste incroyable. Puis moi, j'ai toujours eu un peu de difficulté avec les guitaristes virtuoses. J'ai l'impression parfois qu'ils font de la performance plus que de la mélodie ou de la musique. Un concours de rapidité plus que d'autres choses. Ben, c'est ça. Je reconnais le génie, je reconnais le talent, mais on dirait que ça me vient pas me chercher. Tom Morello, là, killer hook all the time. C'est weird, hein, parce que c'est pas le même style musical, mais quand on parle de maître à créer des riffs, on parlait de Kate Richards tantôt, Tom Morello, de sa génération, pour les riffs qu'on est capable de reconnaître rapidement, c'en est un qui va être dur à battre. Une tournée de Rage Against the Machine après la séparation officielle, c'est toujours un coup de dé. On se demande, premièrement, ils vont-tu se rendre au show? Et deuxièmement, est-ce qu'on va voir que les gars sont plus capables de se voir en peinture ou que le thrill est passé? Puis ce soir-là, c'est pas comme ça que les spectateurs sur les plaines l'ont vécu pantoute. Là. Ah non, vraiment. Et on parlait tantôt de gens qui ont un répertoire. Rage Against the Machine, c'est quoi, 3 ou 4 albums de mémoire? Oui. 3, mais ils sont tellement bons que tu peux faire 1h30 de show, pas de temps mort. Puis c'est fort, là. Même la musique en tant que telle n'a pas de temps mort. Il n'y a pas la section balade ou la section unplugged. Et je te dirais que
si je faisais mon top 5 de mes tunes préférées ce soir-là, Killing in the Name est même pas dedans. Ah ouais? Ouais, j'ai pas besoin d'elle pour être heureux. Ça donne une idée. C'était-tu un de tes bands préférés avant d'aller là, Rage Against the Machine? C'est un band que j'ai beaucoup... Ben, écoute, c'est mon cégep, là. Ouais. Je veux dire, j'ai l'âge que j'ai. Rage Against the Machine, c'est les années 93, 14, 15. Uh-huh. J'ai beaucoup écouté ça dans le temps. Moi, je suis un ancien d'ATM. Donc, j'ai connu aller veiller puis danser sur Killing in the Name en regardant par terre en cherchant ses verres de contact. Bref, c'était beaucoup de nostalgie, là. Mais en même temps... ça reste pertinent. Je trouve pas que ça vieillit. Ouais. Ça reste encore fresh, encore bon, je veux dire. Puis le message politique avec le show était aussi hyper pertinent ce soir-là. Puis eux s'en privent pas, là. Je veux dire, ils en mettent, là, plus que le client demande. Écoute, je pense que c'est un message qui est revenu pas mal dans le cœur de l'actualité. Pour voir que plus ça change, plus c'est la même chose. Hein? Oui, c'est ça. Je pensais jamais avoir une conversation sur Rage Against the Machine avec un de mes invités des dernières années. Et des fois, une entrevue, tu sais pas où est-ce qu'on va aller. Quand Corias est venu jaser de sa nouvelle toune il y a quelques années dans le studio de Boulevard, on parlait de musique, tu sais, puis on parlait de rap, on parlait de musique moderne et ainsi de suite. Puis on en est venu à parler de ce show-là, sur les plaines, où Corias, ça a de l'air, était en première rangée, puis tripait, puis vivait sa best life. Il dit, regarde, j'ai grandi dans cette musique-là, là, tu sais, c'est de la musique qui brasse, c'est de la musique engagée, puis le gros rock sale, moi, j'ai tripé là-dessus. Ça a été une brève époque, un peu comme le grunge, où le rap metal fonctionnait fort. Ben oui. Et eux ont été vraiment les meilleurs, les rois, là. C'est ceux qui ont perfectionné le style. Mais sinon, moi, je me souviens... C'est drôle parce que, là, à partir... la semaine de relâche, j'ai finalement mis la main sur mon Hitster Rock qui vient de sortir. Oh yes! Et je jouais avec mon petit dernier, puis je suis tombé sur la carte de Public Enemy et Anthrax, Bring the Noise. Puis là, j'ai raconté que, à un moment donné, il y avait du rap et du métal ensemble, ça se mergeait, ces styles-là. Puis Rage Against the Machine était effectivement le porte-étendard officiel. Les tournées Family Values aussi, qui avaient misé là-dessus pas mal, avec des artistes rap, puis des Korn, des Limp Bizkit et ainsi de suite. Et il nous en reste deux. Oui. Les deux tops du top de l'histoire du FEC. Cédric Bélanger. Là, je suis pas mal sûr de mes deux shots. T'es pas mal sûr, mais j'ai quand même l'impression de commettre ici à Québec un certain sacrilège en plaçant au numéro 2 Metallica. Écoute, jusqu'à il y a quelques années, il était numéro 1, mais là, c'est numéro 2. Je sais pourquoi, puis je pense que tout le monde va comprendre. C'est ça. Mais ceci étant dit, quand on parle d'un événement, ça, c'est un événement. Pis un vrai, là. Ça, écoute, c'était le show pour plusieurs qui était comme le cri de victoire de la Ville de Québec et du Festival d'été. C'était de s'être rendu là. Metallica sur les plaines au festival. Du monde en avait rêvé pendant des années. Puis c'était, je pense, pour plusieurs, la consécration. C'est une époque déjà révolue. Hein? Le monde change vite, mais on était fiers de notre festival d'été. On était fiers du 400e. À cette époque-là, on était encore fiers de notre maire. Il y avait une fierté qui était revenue en ville. Puis ce spectacle-là, je peux te dire qu'il y a du monde qui ont commencé à envahir Grande Allée très, très tôt. Il y a des gens qui n'ont pas vu le show et qui ont fait la file longtemps, mais qui ont beaucoup trop bu de liquide avant le spectacle et qui ont perdu la carte. C'était une journée Il faisait chaud. Sensationnelle. C'était du 30 degrés, soleil tapant. Ceux qui ont passé l'après-midi à tinquer ces terrasses de Grande Allée, il y en a plusieurs qui ne se sont pas rendus aux premières tunes. C'était l'époque où, si tu te souviens, la tente de presse était située au pied du grand arbre. Et c'était de face aux plaines, donc c'est à droite. Ouais. Et c'était le seul endroit où les ambulanciers étaient en mesure d'évacuer des gens de la foule. Alors nous, on a vu passer des civières devant nous de gens qui faisaient sortir parce qu'ils étaient complètement d'accord. Sans connaissance. Sans connaissance. Écoute, tu bois de la bière toute la journée, là, tu sprintes pour être en avant, là, t'arrives, cordé comme des sardines, c'est terminé. La recette parfaite pour pas se rendre à la fin. Pas se rendre au show. Et dommage parce que le setlist avait été, moi, j'avais adoré. J'avais déjà vu Metallica avant. Je sais qu'ils c'est jamais un mauvais spectacle. Metallica, ils ont toujours des bons setlists, mais ce soir-là, évidemment, ils ont fait le Black Album, ce qu'ils avaient besoin de faire. Mais le rappel, c'était Kill 'Em All. Là, moi, j'étais là.
Pour les vieux comme nous autres, là, qui avons commencé à écouter ça avec des cassettes dans les années 80, là, tu me sors Kill 'Em All. C'était quoi, ils ont fait 2 ou 3 tunes, je pense, dans le rappel. C'était juste de cet album-là. Là. Bravo. Ça a fait Bravo. du bien. Mais ils savaient où ils étaient. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai eu Tu y crois, la relation privilégiée entre Québec puis Metallica? On en a tellement parlé au fil des années. Moi, j'ai eu l'occasion de les interviewer quelques fois, notamment Lars 3-4 fois certainement. Et oui, c'est sincère. Je veux dire, moi, je me souviens de la fois où Lars, en entrevue, j'avais eu l'occasion d'avoir une entrevue pendant la construction du centre Vidéotron, puis j'avais « Hey, Lars, ça vous tenterait-tu de venir donner le premier show? » Puis il m'avait dit « Écoute, man, si... tu vas aller dans le dictionnaire, là, dans les pages jaunes, aller à la rubrique Metallica, contactez-nous. Non seulement on va donner le premier show du centre Vidéotron, mais on va faire le dernier au Colisée. » Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Et l'un et l'autre. Fait que oui, ils aiment Québec, ils connaissent Québec. Incroyable, hein? Ouais, pour plusieurs, ça va rester le plus haut sommet du festival d'été. Peut-être pas la renommée, mais c'était le rendez-vous qu'on n'aurait pas accepté de manquer un jour. Metallica pour une première fois sur les plaines. Fallait que ça se fasse. Oui. Et si Metallica se fait voler sa première place des shows les plus marquants du festival, ben c'est parce que des fois, la vie et même la mort nous replacent dans une certaine mesure. Et tout ce qui entourait le spectacle qui n'a presque pas eu lieu des Cowboys fringants, et là, je présume, j'imagine que c'est là qu'on s'en va. Cachotier, va. Oui, on peut pas... Écoute, je pense que dans 20, 30, 40 ans, on va encore reparler de cette soirée-là. Il y aura un chapitre dans le grand livre du festival d'été sur ce spectacle-là des Cowboys fringants, c'est sûr et certain. Ils ont tout fait pour que ça se produise, parce qu'on se rappelle que ça devait avoir lieu le jeudi, le deuxième jeudi du festival. Sarah Dufour fait sa première partie. Robert Charlebois commence, fait quelques chansons. Là, oups, ça commence à regarder mal dans le ciel. On vide la scène, on nous annonce qu'il n'y aura pas de show. Carl, Marie-Annick viennent saluer les gens, le visage défait. Je me souvian, mon collègue photographe Steven, qui vient me voir, il était devant la scène, il prenait des photos, il vient me voir, il dit « Mon Dieu, ça va pas bien, Carl. » Il dit, à cette époque-là, on ne savait pas encore à quel niveau sa maladie était rendue. On présumait, mais on savait pas. Il m'avait dit, il n'y en a plus pour longtemps. Hein? Puis là, j'ai dit... On peut présumer à ce qu'on voit, mais il dit, bon, tu sais, sans communication officielle du groupe, on savait pas où ils en étaient rendus, mais là, on s'est rendu compte que ça allait pas bien. Le lendemain, là, ils ont remué ciel et terre, on allonge d'une journée, on fait revenir tout le monde lundi, on trouve des techniciens, on trouve tout le monde... Ce qui était une idée en soi complètement folle au niveau de la logistique, au niveau de la faisabilité. Ça veut dire qu'il y a des policiers qui font une journée de plus en mode festival. C'était la même chose pour le transport en commun, même chose pour les techniciens, alors que la plupart, le festival est fini, ciao bye, nous autres on repart en tournée ailleurs. Mais là, on a réussi à faire l'impossible, probablement parce qu'on en savait un peu plus à l'interne sur l'état de santé du chanteur des Cowboys. On savait que ça pouvait pas être 2024. C'était pas possible. C'était là ou jamais. C'était là ou jamais. Même les premières parties sont restées disponibles. Oui, vraiment. Mais en même temps, je me mets à leur place. Tu veux-tu rater cette soirée-là? Hey, tu veux être là. En plus, Sarah chantait, je crois que c'est sur Marine Marchande qu'elle chantait avec Carl durant le spectacle. Tu sais, oui, les circonstances autour du show, mais même le spectacle. OK, on s'entend que Carl était diminué. C'est pas le meilleur show des Cowboys fringants qu'on a vu dans notre vie, mais la plus grande performance, oui. Ça allait au-delà de la musique. Il y a un moment dans le spectacle, pendant cette chanson, où quand il a crié en tout cas, je me rappelle plus à quel moment dans le refrain, là, où il a lâché un cri du cœur incroyable. Là, avec les collègues journalistes, on s'est regardés, on s'est reculés, on a fait... On a tout un peu le moton, là, mais on fait quoi, là? On travaille... Ça sert à quoi de travailler? Écoute, sur les plaines, il s'est braillé un fleuve Saint-Laurent ce soir-là. C'est pas compliqué. Puis je pense que le seul équivalent qu'on peut retrouver, c'est celui du dernier concert des Tragically Hip au Canada anglais, qui était dans des circonstances de santé similaires. Les Tragically Hip qui sont
très Canada-anglais, très identitaire à ce niveau-là, comme les Cowboys fringants l'ont été. C'est l'équivalent pour le Canada anglais. Moi, j'ai un cousin qui vit en banlieue de Toronto, qui est un maniaque des Tragically Hip et qui me racontait que chaque événement important de sa vie est relié à une chanson des Hip. Mm-hmm. Je pense que c'est la même chose pour les Québécois. Il y a beaucoup de Québécois pour qui il y a une chanson des Cowboys, il va toujours être associée à un événement important de leur vie, un mariage, une naissance, un décès, peu importe. Mais ce spectacle-là, c'était le plus bouleversant, le plus incroyable moment de communion que j'ai vu entre un artiste et le public de ma vie. Je ne cesse de me dire que un jour, il y a quelqu'un qui va réunir les dizaines, centaines, milliers de clips vidéo qui se sont filmés ce soir-là, puis vont faire un documentaire. C'est impossible que ça ne voit pas le jour. Tu as fait partie un peu à ta façon de tout ce qui a entouré ce spectacle-là, parce que moi, je suis un gars qui oublie très vite. La job fait qu'on est souvent concentré sur la journée même. On oublie hier, on pense pas à demain quand on fait de la radio. Il y a quelques textes que je vais me souvenir toute ma vie. Le texte que tu as écrit à Carl directement, puis de la façon que tu l'avais écrit, comme si tu parlais à un vieux chum. Moi, ça m'avait marqué. Je l'avais lu en ondes. Puis ça sortait des standards de ce qu'on lit habituellement, même dans les textes d'opinion, whatever. Tu y étais allé avec un cri du cœur, puis je trouvais tellement que ça fitait avec le reste, puis que tu avais parlé au nom de beaucoup de monde. C'est encore dans les archives du Journal de Québec pour les gens qui veulent le retrouver. J'avais trouvé ça extraordinaire. J'avais commencé ma critique un peu dans le même standard que je faisais d'habitude. Mm-hmm. Puis là, rendu à moitié du show, j'avais comme griffonné quelque chose. Puis rendu à moitié du show, j'ai dit, voyons donc. Ça marche pas. C'est pas ça partout, là. On est à côté. Puis personnellement, je déteste les chroniques genre « Lettre à mon ministre ». Là, tu vois, j'haïs ça. Là. Mais vraiment, là, je trouve pas ça original, mais ce soir-là, j'ai fait... Je peux pas ne pas parler à Carl. Et je l'ai fait du point de vue du journaliste qui assiste à ça, mais qui dépasse le cadre du journaliste et qui a envie juste de raconter comment il vit. C'est après, quand j'ai vu un peu l'impact que le texte a eu, que j'ai réalisé que j'avais peut-être permis aussi à plein de gens qui étaient sur les plaines de, à travers moi, dire ce qu'ils avaient ressenti à Carl Tremblay. C'était du vrai. Puis je pense que c'est ce qui résume ce show-là aussi. Tu peux pas avoir plus vrai qu'un gars qui fait littéralement son dernier show devant sa plus grande foule à vie, qui sait que c'est la dernière opportunité qu'il a de dire merci puis bye-bye à son monde, un privilège qu'on n'a pas tous, c'est un privilège d'une part de savoir que c'est le moment, c'est une malédiction aussi de savoir que tu t'en vas, puis qu'il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Mais mon Dieu, je suis convaincu, puis tu disais tantôt, c'est peut-être un sacrilège à Québec de pas dire que Metallica est numéro 1 au festival d'été de toutes les shows qui ont eu lieu, mais je pense que tout le monde comprend, même ceux qui n'y étaient pas, le poids émotif rattaché à ce show-là, qui va faire en sorte que dans 40 ans, dans 60 ans, je ne sais pas ce que va devenir le festival d'été, mais c'est sûr et certain que ce spectacle-là, on continue d'en parler. Oh, vraiment. Moi, c'est sûr. Puis, c'est une touche personnelle, mais ce soir-là, mon petit gars qui avait 8 ans à l'époque et qui est un maniaque des Cowboys fringants était là. Il y avait des passes argent. Si ma mémoire est bonne, avec sa mère, puis mais il était trop petit. Fait qu'il était venu s'asseoir avec moi. Fait qu'il a vu presque tout le show assis à côté de moi, mais c'est drôle parce qu'il avait 8 ans, il réalisait pas toute la portée émotive de tout ça. Ouais. Mais je suis content qu'il l'ait vu. Je suis content qu'il l'ait vu parce qu'un jour, il va se rappeler d'avoir été là, quand il va être plus vieux, puis qu'on va reparler des Cowboys, puis de ce spectacle-là. Ouais. Ben justement, bouclons la boucle avec des mots célèbres des Cowboys fringants. Cédric Bélanger, merci bien, merci bien, merci bien. Ça a vraiment été agréable. Un beau partage, puis il y a eu énormément de réactions. Je suis en train de regarder au 88-971-1021. C'est sûr que tout le monde a des souvenirs marquants du festival d'été. C'est quand même une fierté de Québec, puis on est
très nombreux à triper sur la musique. Ça nous a fait revivre des belles et des grandes émotions. Effectivement, puis je te dirais qu'on a fait un top 10, puis on aurait pu en nommer 10 autres, puis on aurait eu autant de plaisir à en jaser. Probablement, peut-être à refaire à un moment donné. Merci Cédric. Fait plaisir. Vous pouvez lire Cédric Bélanger du côté du Journal de Québec. Merci d'avoir été des nôtres. C'était le podcast des grands événements sur les shows marquants du Festival d'été. On a-tu fait des oublis criminels ou des oublis émotifs dans un cas comme dans l'autre? Gênez-vous pas sur toutes nos plateformes pour réagir, avec entre autres évidemment le 418 971 1021.